Le name is Bond, Kino Bond. Bonjour et bienvenue dans la saga Kino Bond, la franchise qui retrace tous les films de James Bond, ou presque, depuis 1962, Dr. No, jusqu'à No Time to Die, 2021. Mourir peut attendre en français, Docteur Non en français. Et aujourd'hui, on va parler d'un Bond un petit peu mal aimé de la série, mais qui me tient quand même à cœur pour beaucoup de choses dont nous allons également parler aujourd'hui, que nous allons évoquer. C'est un film qui a ses défauts, qui est beaucoup trop long, comme la plupart des films à l'heure actuelle, mais qui a des qualités magnifiques et des choses très intéressantes que nous allons donc évoquer. Mais avant toute chose, donc, nous repartons en 2015 avec ce film Spectre de Sam Mendes. Alors, on parlait de 1962, et ben en fait, c'était depuis 1971, depuis Les Diamants sont éternels, qu'on n'avait pas eu ni Blofeld ni Spectre, à cause du différend légal qui opposait les Broccoli et Salzman à Kevin McClory. C'est une histoire que nous avons racontée dans Thunderbolt, dans Opération Tonnerre, où effectivement c'est McClory qui avait écrit un scénario pour faire un film avec Fleming, qui avait fini par se servir des personnages pour son livre, et qui avait eu un procès, qui avait fini par perdre. Et il aurait fallu attendre donc non seulement la mort de Kevin McClory, le pire ennemi des Broccoli, encore pire que Blofeld, en 2006, mais jusqu'à 2013 pour régler donc avec les ayants droit la succession et les payer de façon à ce qu'ils puissent utiliser Spectre, l'organisation secrète ennemie de James Bond, depuis quasiment les premiers épisodes de la série. Alors, ils ont été obligés de faire un peu ce qu'on appelle un retcon en anglais, c'est-à-dire modifier un peu ce qui était venu avant, puisqu'en fait, comme ils ne pouvaient pas se servir de Spectre, ils ont créé une association qui s'appelait Quantum, qu'on a vu donc dans Quantum of Solace, qui est peut-être celui que j'aime le moins de la série des Craig. Euh, et donc Quantum, ils l'ont revisité aujourd'hui comme une espèce de subsidiaire de Spectre. C'est donc plus du tout une organisation principale, mais Spectre et Blofeld. Ernst Stavro Blofeld, qui chapeaute toute l'histoire. On a parlé récemment de Donald Pleasance, qui reste encore jusqu'à ce jour le Blofeld le plus extraordinaire, le plus terrifiant, le plus magique, grâce à la personnalité de cet acteur hors pair. Cette fois-ci, il est interprété par Christophe Valls. Alors, ils ont essayé d'en faire une espèce de mystère, de secret, mais déjà avec les bandes annonces. Et puis, enfin, dès l'instant où on engage Christophe Valls dans un film, on sait que ça va être lui quasiment le méchant, en particulier si on est au courant que c'est le retour de Spectre et de Blofeld. Alors, très beau casting à propos de retour, donc on a effectivement tous les principaux qui reviennent, Q, M, Miss Moneypenny. Alors cette fois-ci, et ça explique probablement pourquoi le film est si long, c'est que comme ce sont des acteurs de renom, il faut leur donner quelque chose à manger, et donc on se retrouve avec un film qui est un petit peu bouffi à 2 heures, près de 2 heures et demie, parce qu'il faut donner quelque chose à faire à Ralph Fiennes en M, quelque chose à faire à Naomi Harris, Miss Moneypenny, et quelque chose à faire à l'excellent Ben Whishaw, qui devient le quartermaster de MI6 et qui est l'homme qui fait les gadgets. Alors il a un rapport antagoniste très amusant avec Craig, qui rappelle un peu celui de Lewin, Desmond Lewin, le Q original, l'extraordinaire Q original, bien que cette fois-ci ce soit un jeune geek qui ne supporte pas Bond et ses anciennes manières. Donc Sam Mendes refuse au départ, il ne veut pas refaire un James Bond. On propose le film à Refn Windisch, qui refuse lui également, donc il n'a pas envie. Et finalement, Mendes finit par rempiler. Et il n'a plus Roger Deakins, comme il avait sur l'excellent Skyfall, dont nous avons parlé aussi il y a quelque temps, mais il a un autre très grand chef opérateur qui est Hoyte von Hoytema, qui est donc le chef-op de certains des films de Nolan. Il a fait, je crois, notamment Dunkerque et plus récemment Oppenheimer, donc c'est un très grand chef de la photo. Et une fois de plus, on a un film qui est magnifique visuellement, qui est absolument extraordinaire à regarder. C'est la marque de fabrique de Sam Mendes. Et Sam Mendes prouve également qu'il filme très bien l'action, comme on va le voir dans un combat de train absolument épique, avec le grand, dans tous les sens du terme, David Bautista. Alors, le show est très fan de David Bautista, qui est un des acteurs catcheurs de l'histoire du cinéma, comme Lino Ventura, The Rock
et plein d'autres. John Cena. Alors apparemment, le catch est une bonne école pour le cinéma, puisque c'est extrêmement théâtral. Et on a des acteurs, même The Rock, qui, quand il est en forme, est bien. Maintenant, il est un peu en vitesse de croisière. Mais un type comme Cena, on voit dans les films de Villeneuve en particulier toute la subtilité de son jeu. Il a une vraie vis comica, comme on l'a vu également dans Les Gardiens de la Galaxie. Il a changé énormément de physique ces jours-ci, car il a arrêté les stéroïdes et la musculation, et il est en train de s'assécher pour protéger sa santé et essayer de changer d'emploi un petit peu, puisque cette fois-ci, effectivement, les brocolis veulent un type très costaud pour faire l'homme de main de Blofeld, qui est une espèce d'hommage à tous les hommes de main puissants qui sont venus avant, en partant de Red Grant, l'extraordinaire Robert Shaw, en passant par Odd Job, le fantastique valet de Goldfinger. Donc il y a toute une tradition de henchmen, d'hommes de main comme ça, qui sont très costauds, qui sont souvent silencieux. On voit que Monsieur Hinks, c'est son nom dans le film, ne dit qu'un seul mot, c'est shit. À la manière de Jaws, je pensais qu'il allait revenir d'ailleurs dans le dernier. Malheureusement, ça n'est pas le cas, parce que dans cet extraordinaire combat de train, dont je vais parler un petit peu maintenant, où vraiment c'est d'une brutalité qui rappelle un petit peu justement le combat de train entre Robert Shaw et Sean Connery dans Bon baiser Russie, mais avec la technologie moderne, ce qui fait que c'est beaucoup plus spectaculaire, et qu'on a deux athlètes, parce que Craig est un type qui est vraiment très en forme, et Bautista est un catcheur, donc c'est son métier, et Craig se blesse pendant cette scène. Il le raconte d'ailleurs dans les talk shows de façon assez drôle, mais Bautista l'a jeté contre un mur, et il s'est déchiré le ménisque, je crois, donc ça a été particulièrement douloureux, mais quelle scène extraordinaire. Alors rien que pour cette scène-là, et la scène du début, qui est le jour des morts au Mexique, qui est probablement le cold open, c'est-à-dire le prologue le plus cher de l'histoire de tous les James Bond, où tout d'un coup, on a une séquence, un plan séquence, qui rappelle un petit peu la soif du mal, et ce James Bond est formidable aussi, parce que c'est une espèce de jukebox de tous les hits de la série. On a Bond qui est en costume noir, on le reconnaît tout de suite à sa démarche, à ses yeux bleus, et qui a une espèce de masque sur le visage, comme Scaramanga. Donc ça rappelle tout d'un coup Vivre et laisser mourir, et il rencontre un type en costume blanc qui est habillé comme Scaramanga, donc l'homme au pistolet d'or. Donc il y a toutes sortes de références. On a Blofeld qui a son repère dans un cratère qui rappelle le volcan de On ne vit que deux fois. Donc le film rend beaucoup hommage à ce qui est venu avant, et le fait plutôt avec élégance, je trouve, sans que ce soit trop du fan service. Alors pour l'instant, on parle essentiellement des points forts du film avant que nous n'entrions dans les petites faiblesses, en particulier du scénario. Alors, avec le Marvel Cinematic Univers et avec Nolan, ils ont voulu faire tout d'un coup un univers qui soit entièrement relié. Excusez-moi. Depuis le premier film, pardon, Casino Royale, jusqu'à Mourir peut attendre. Alors pour cela, ils ont fait un truc qui n'était pas dans la nouvelle de Ian Fleming au départ, c'est qu'ils ont fait de Blofeld, et c'est pas une bonne idée, le frère adoptif de Bond qui, jaloux de son père qui préfère Bond à lui, spoiler alert, le tue dans une avalanche et se fait passer pour mort. Donc il s'appelle Oberhauser, qui est un personnage qui existait dans les nouvelles de Fleming, dans les romans de Fleming, et en fait c'est véritablement Ernst Stavro Blofeld, du nom de sa mère. Donc ça, on s'en doute depuis le départ, mais surtout c'était pas utile de faire le côté tu me complètes, un petit peu comme dans le Dark Knight, et d'avoir de ces personnages qui sont frères. Ça suffit d'avoir Donald Pleasance avec un chat, et sans avoir à compliquer les choses ou à essayer d'en faire tout d'un coup un truc. Quoique, si on repart dans la tradition des pulps, on se rend compte que le némésis de Mandrake le magicien a été son frère, donc il y a souvent une grande tradition comme ça de mouton noir de la famille. Donc, bon, ça peut se comprendre par un certain côté, mais c'est pas utile d'une certaine manière. Je voudrais juste faire un petit aparté, c'est qu'on voit le chat blanc qui revient dans Spectre, et ça a été très 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 compliqué de tourner avec un chat. Ça, demandez aux frères Cohen avec le film qu'ils ont fait avec Oscar Isaac, dont le titre m'échappe pour l'instant, sur la folk music, mais qu'il est tout le temps avec un chat, donc ils sont obligés de l'accrocher, ce chat, avec du fil de fer à Oscar Isaac. Et c'est un peu la même chose, on voit Blofeld en particulier, pas dans celui-là, parce qu'il est un peu plus libre à l'écran, mais dans On ne vit que deux fois, on voit Donald Pleasance qui presse le chat contre lui pour pas qu'il s'en aille, et surtout quand ce volcan commence à péter de tous les côtés, on voit le chat qui est terrorisé sur les genoux de Blofeld, donc ça a dû être très compliqué à tourner ça, c'est très embêtant de tourner avec des chats. Donc
On va continuer sur le casting. On a Monica Bellucci, qui a un petit rôle et qui est donc la Bond girl la plus âgée à l'âge de 50 ans. Elle est très bien, elle n'a pas grand-chose à faire, mais ça donne une scène qui est assez jolie à Rome. Une autre scène que j'ai beaucoup aimée, c'est le meeting de Spectre, car cette fois-ci, on sent qu'ils sont inspirés par Eyes Wide Shut. Et il y a ces espèces de zones d'ombre où on voit Blofeld, où on voit Bautista, Monsieur Hinks pour la première fois, et on a une scène de conférence vraiment formidable qui rappelle un petit peu justement les James Bond de Sean Connery, où on avait on avait la face sombre de MI6 avec cette organisation secrète qui ressemble presque plus à une secte, puisque ses disciples sont prêts à mourir pour Blofeld, et c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est assez dangereux de travailler pour cette organisation en général, comme on va le voir. Donc, je regarde mes notes pour ne rien oublier. On a également Andrew Scott qui revient, qui revient pas, qui est là pour la première fois. Bon, c'est lui qui faisait Moriarty dans la série Sherlock Holmes, et plus récemment, il joue Tom Ripley dans la nouvelle série Ripley. C'est un acteur formidable. Bon, il est un peu convenu, et lui aussi, dès qu'on le voit, on sait que c'est le méchant, hein. Ça fait partie de ces acteurs où, dès qu'on les voit à l'image, on a peu de doute à l'esprit de la teneur de leur nature. Mais il est bien. Et justement, il donne quelque chose à faire à Ralph Fiennes en M. On voit également donc Léa Seydoux. Pour la première fois, elle a été assez critiquée, en particulier sur le dernier, mais je trouve qu'elle est bien. Elle est vraiment pas mal du tout. Elle a malheureusement le malheur de passer après Eva Green, qui était absolument exceptionnelle, et surtout avec un dialogue très 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 bien écrit pour Casino Royale. Alors là, dans celui-là, le dialogue est plutôt pas mal aussi. Et je trouve que même s'il n'y a pas une énorme alchimie entre Craig et elle, ça reste une très bonne actrice qui arrive à faire passer toutes les émotions nécessaires du personnage. Alors donc, Valls est bien, moi je trouve en Blofeld, mais malheureusement il lui manque une scène ou deux pour faire véritablement exister le personnage. Il n'a pas grand-chose à faire. Il est un peu de nouveau sur le mode Hans Landa dans Inglourious Basterds. C'est un peu ce qu'il fait depuis le début de sa carrière, c'est pas grave, il le fait bien. Mais là, il aurait peut-être gagné à être un peu plus inquiétant, à la manière de Donald Pleasance, qui avait véritablement quelque chose de bizarre dans le rôle, et ça, c'est toujours mieux. Alors, on va parler un petit peu d'un des points faibles du film, en dehors du fait de cette fraternité entre Blofeld et Bond, c'est la musique. Alors on attend toujours avec impatience la chanson du film. Cette fois-ci, c'est Sam Smith. J'ai rien contre Sam Smith, mais là il part dans un falsetto il part trop dans le falsetto. Il fallait que ce soit plutôt un falsettard, parce qu'effectivement, ça fait une musique qui est un peu bordure ridicule et qui n'a pas bien évidemment la puissance de Shirley Bassey ou même d'Adèle dans Skyfall, où tout d'un coup on avait des chansons qui nous transportaient. Et à propos d'être transportés, on a le fameux thème de James Bond, mais ils ne se servent pas de la guitare Stratocaster. On n'a pas le que je faisais maladroitement en début d'émission, et ça c'est très dommage. Alors, Bond, c'est bizarre parce que soit ils s'en servent trop, il y a un film où il arrive, il s'inscrit dans un hôtel à la réception, et tout à coup, quand il prend sa clé, la musique démarre pour rien. Alors que là, cette fois-ci, au moment où l'avion n'a plus d'aile et perce la Grange pour rentrer dans la voiture des méchants sur cette piste de ski, eh bien, on aurait rêvé d'avoir la Stratocaster, ou plutôt la Fender, qui tout d'un coup démarre. Alors, on a une séquence à la neige, mais ils font pas de ski. C'est très dommage. J'aurais aimé qu'ils fassent une espèce d'hommage, au service secret de Sa Majesté, et qu'il y ait une véritable poursuite à ski, si possible avec David Bautista sur des skis, ça m'aurait bien plu ça. Malheureusement, ça n'est pas le cas, donc on a une musique qui laisse un petit peu à désirer. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a souvent d'autres musiciens qui proposent des thèmes. On avait vu que sur Thunderball, Opération Tonnerre, Johnny Cash avait fait un thème extrêmement country pour une espèce de James Bond à cheval. Il n'avait pas très bien compris le brief. Et là, cette fois-ci, c'est Radiohead qui fait un thème qu'on peut écouter sur YouTube. On peut écouter toutes les chansons celle d'Alice Cooper pour L'Homme au pistolet d'or. Et elle n'a pas été retenue malheureusement, ainsi que celle de Lana Del Rey, qui font des musiques qui sont pas mal, presque mieux que celles de Sam Smith, mais qui manquent peut-être un petit peu de mélodie ou d'un côté un peu punchy, comme avait les extraordinaires chansons de Shirley Bassey, que ce soit Goldfinger ou Les Diamants sont éternels. Alors, c'est vrai qu'on se retrouve, comme je le disais, avec un film qui est extrêmement long, et c'est amusant parce qu'ils font une fois de plus aussi un hommage à L'Homme au pistolet d'or à propos. À la fin, quand Bond se retrouve dans une espèce de galerie où il y a des images de tous les ennemis qu'il a affrontés, essayant maladroitement de relier tous les films ensemble, alors qu'une fois de plus, c'était pas la peine. J'espère que quand ils rebooteront
si jamais il la reboot un jour et que Brocoli arrête de s'embrouiller avec Amazon, eh bien j'espère qu'ils feront une aventure solo, qui ne soit pas liée ni à des frères ni à des sœurs, et qui soit simplement à la Roger Moore ou à la Sean Connery au début, et qui partent en mission, et surtout qu'il arrête d'être viré ou qu'il arrête de se retirer, parce qu'à chaque fois on a un James Bond qui prend sa retraite parce qu'il en a marre, ou qui est mis sur la touche par MI6. Donc cette fois-ci, je voudrais juste un Bond jeune qui arrive et qui a très envie d'aller casser du spectre. Donc, ce qui est amusant, et c'est pour ça que je parlais de cette galerie de portraits à la fin, c'est qu'on a tout d'un coup Javier Bardem, on revoit Mads Mikkelsen, on revoit l'extraordinaire Evergreen, on voit même Judi Dench, et ils n'ont pas mis Mathieu Amalric. L'histoire a été réécrite, et on a effacé ce méchant pas terrible d'un autre film pas terrible qui est Quantum of Solace, où tout d'un coup on avait ce petit bonhomme, qui est un merveilleux acteur par ailleurs, hein, respect, mais se battre contre Daniel Craig, on avait plutôt peur pour Mathieu Amalric que pour Daniel Craig. On en avait déjà parlé avec mon cinébodies, Laurent Vachaud. Donc ça m'a amusé de voir qu'il n'était pas là à la fin. Mais bon, on a quand même un film qui reste assez spectaculaire. La scène finale, ils n'arrivent pas à terminer leur show, un petit peu comme moi. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a, je crois, cinq scénaristes. Et le film devrait se terminer une demi-heure avant. Et l'affrontement Blofeld-Bond à la fin est particulièrement anticlimactique. Et on rêverait de quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Alors, Blofeld reviendra-t-il? Nous le saurons en suivant la prochaine émission. Et rendez-vous donc dans quelques jours pour un nouveau Kinobond, un nouveau Kino Solo, un nouveau Kinopod avec mes cinébodies chers à mon cœur. L'homme au pistolet d'or dans quelques jours. Ensuite, Buffet froid. Et puis Borsalino. Voilà, mes amis, mes abracadamis. Ainsi s'achève le Kinobond spécial Spectre. Rendez-vous dans quelques jours. Adieu, monsieur Bond. Il y a dans ce mot, je vous le confie, un parfum d'éternité que je trouve plaisant.